Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Soyez les bienvenus de l'émission numéro 12. Donc, comme tous les mardis, ça, on n'a plus besoin de le répéter désormais. Il en restera 3 des émissions après celle-là, puisqu'on se retrouvera après les Canaries qui ont lieu ce week-end, la course après Monza et une belle soirée avec tous les titrés des différents championnats. On vous l'annonce avec donc là une belle perspective et quelques surprises. Voilà, donc je suis heureux de retrouver à mes côtés Mathieu. Salut Mathieu. Salut Eric, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et comme tu l'as dit, voilà, c'est mardi, c'est pas Ravioli, c'est Confinive. Donc super content de vous retrouver tous les mardis pour parler un peu de rallye parce que ça nous manque un petit peu. Donc on est content de se retrouver, d'essayer de partager un peu voilà, un bon moment tous ensemble. Et pour cette 12e émission, on a essayé de vous concocter encore un beau programme avec toute l'équipe qu'on embrasse d'ailleurs, toute la partie technique, la régie. Voilà, une belle émission, comme vous pouvez le voir. Vous avez pris l'habitude, là, au bout de 12 émissions, le programme qui est sur votre gauche. On attaquera avec les Français de l'étranger, avec qui on sera dans un instant. Un petit focus sur GT2I. On va essayer d'en savoir un petit peu plus sur GT2I ce soir. 2021, c'est demain. On aura Stéphane Lefebvre ce soir. On peut vous l'annoncer. Il n'a pas encore été annoncé. Et on finira dans la chronique Ils ont marqué le CFR par un grand monsieur du CFR, Gilles Nantais, qui a été titré en 2011, mais pas que. Et on reviendra un peu sur toutes ces belles années de championnat avec Gilles. Et Eric, écoute, voilà, je crois qu'il y a une nouvelle qui vient juste de tomber à l'instant sur BFM ou CNews, je ne sais pas là, mais je crois que c'est en exclusivité chez Confinive. Allez, vas-y. Voilà. Alors, on a l'honneur de vous confirmer que les titres ont été attribués aujourd'hui en comité directeur à la FFSA. Donc, on va très rapidement juste vous rappeler ceux qui seront à l'honneur dans cette fameuse émission que j'évoquais tout à l'heure. Donc, pareil, il y a quelques surprises. Il va falloir venir avec un beau nœud papillon et tout. JB, donc, qui vient d'apprendre qu'il est titré. Mais voilà, on va confirmer tout ça avec un petit visuel. Ça, c'est Maxime qui va nous l'envoyer. Et on va vous citer les noms et les catégories. Allez, top. Donc, championne de France des rallyes féminins. Alison Viano, bravo. Champion de France des rallyes juniors. Léo Rossel. Champion de France des rallyes terres d'Euromotrice. C'est Mathieu Franceschi. Le champion de France des rallyes promotion Trophée Michelin. Éric Moffret. Le champion de France des rallyes terres 2020. Il est avec nous, JB Franceschi. On a ensuite son copilote, le champion de France des rallyes terres copilote. Florian Hollabourdette. L'équipe championne de France des rallyes team. CHL. Le champion de France des rallyes d'Euromotrice. Emmanuel Digou. Le champion de France des rallyes d'Euromotrice copilote. Alexandre Coria. Le champion de France des rallyes copilote. Benjamin Bouloud. Et le dernier titre, le champion de France des rallyes pilotes. Johan Bonato. Voilà. Les 11 titres sont là, les 11 titres ont été décernés, donc on peut se féliciter déjà des décisions prises par l'instance fédérale. C'est sûr qu'il y avait matière à discussion, mais je pense qu'ils étaient tous, toutes les personnes qu'on a citées là, ils ont mérité leur titre, et on va commencer forcément par féliciter. Mathieu, oui, pardon. Je voudrais te couper juste, évidemment, à la soirée la soirée qu'on prépare pour la remise des titres, ce n'est pas des trophées, mais on remettra encore ces titres officiellement. On n'oubliera pas les champions de France VHC et deuxième division aussi, qu'on aura l'occasion évidemment d'avoir lors de cette émission-là. Tout à fait. Et donc, on se donnera rendez-vous. On n'hésitera pas à vous communiquer ça très rapidement. Ça sera aux alentours de mi-décembre. On vous donnera ça et on vous invitera tous à venir sur votre 31. Et il y en a un qui sera sur son 31. Qui ne nous écoute pas, c'est JB. JB, avant de parler d'Italie, on va parler de ce titre en direct. Ouais, alors JB, peut-être que tu actives le micro. Ouais, on l'a perdu. Alors bon, il y a un peu de réseau qui nous joue des tours. Il va revenir. Alors bon, allez, bienvenue Florian Todeschini. Alors, on a envie de dire que vous êtes un peu les Italiens de cette émission, par vos noms déjà, qui finissent tous en I. Mais parce que vous avez la chance d'aller rouler en Italie. Alors, comment s'est passé là ton rallye Tuscane? Buonasera. Ah, bravo. Alors, écoute, c'est très bien passé ce rallye en Toscane. Bon, moi de mon côté avec Sabrina, on a eu un début un peu difficile. On a été gêné par un concurrent dans la première spéciale et on a crevé dans la deuxième. Mais ensuite, voilà, le rallye, on a trouvé notre rythme et le rallye, il s'est bien passé jusqu'à la fin. On n'a pas tout compris avec les catégories, mais en tout cas, vous remportez la vôtre. Tu confirmes?
Oui, voilà, c'est ça, on remporte la nôtre. Bon, officiellement, on était seul dans notre catégorie. Après, on s'est plutôt comparé à l'ensemble des catégories R1 parce qu'en Italie, il y a plusieurs catégories R1. Et donc, du coup, on était face à des Clio et des Swift qu'on retrouve là-bas. Et donc, voilà, on a un peu dominé sur ce point-là. Florence, Ouais. vas-y, non, vas-y, Eric. Quel est le terrain que vous avez rencontré là, si on pouvait éventuellement comparer ça à une manche française? Alors, pour comparer une manche française, ça va être un peu difficile. C'est-à-dire qu'en France, on a plutôt des très beaux rallyes, mais plus sur des chemins en montagne. Moi, j'en ai pas fait énormément, mais par exemple le Lozère ou le Haut-Var. Ouais. Et là-bas, c'est plus vraiment des routes. C'est-à-dire qu'en Toscane, il y a encore beaucoup de routes qui ne sont pas goudronnées, et comme on a en France. Et du coup, bah, voilà, c'était des routes qu'empruntent généralement les gens pour naviguer là-bas. Et, et c'était vraiment des très très belles routes. On avait des profils un peu différents. On avait une spéciale en sous-bois, on avait des spéciales où on passait sur des vallons tout le long. C'était magnifique. Et puis alors, quand on les faisait soit au lever du soleil, soit au coucher, c'était encore plus beau. Tu l'as dit, Florence, c'était seulement ton 5e rallye sur Terre, il faut le noter. Est-ce que tu prends de plus en plus de plaisir et tu commences à trouver vraiment tes marques sur cette surface? Ouais, vraiment, je commence à vraiment m'amuser sur Terre et à vraiment comprendre le pilotage qu'il faut avoir pour être performant. Ça faisait partie aussi du challenge de partir rouler sur Terre et à l'étranger. Et voilà, je pense que c'est toujours, enfin, c'est un bon point dans ma progression sur cette surface. Et donc 2020 pour toi, alors on met de côté le rallye du Touquet qui s'est pas passé comme prévu, mais sinon ça a été voilà, une belle année, que des podiums, des victoires aussi. Est-ce que tu as l'impression d'avoir passé un step un peu cette année, un cap en termes de perfo? Ouais, j'ai surtout ouais, passer un cap, peut-être pas en termes de perfo, mais surtout en termes on va dire, de régularité. Et puis voilà, c'est surtout ça qui fait plaisir de finir tous les rallyes auxquels on participe. Et voilà, de ne pas avoir d'ennui mécanique, d'avoir une bonne entente dans mon équipe et dans la voiture. Et voilà, franchement, ça fait plaisir. Et je pense que c'est surtout à ce niveau-là qu'on a tous ensemble passé un cap cette année. Ouais. La saison 2020 est-elle terminée déjà? Première question. Alors, il y a encore une ou deux opportunités éventuellement selon les annonces des prochaines heures ou des prochains jours. Donc, éventuellement la Balagne. On sait que tu es assez proche de tout ce qui est Corse, notamment par le biais de Doumé Savignoni et Sabrina de Castelli. Mais si elle est terminée, qu'est-ce que tu envisages? Est-ce que 2021, c'est déjà dans un petit coin de ta tête? Bon, à part si je reçois un appel de Malcolm Wilson pour le Monza. Je Ouais. pense que la saison elle risque d'être terminée. Après, bon, on n'est jamais à l'abri d'une surprise, hein, peut-être pour la balade. Mais ouais, c'est pas, pour le moment, la C'est saison, pas on va dire prévu. qu'elle est terminée. Donc, pour 2021, l'objectif, ce sera le junior. On va essayer quand même de découvrir de nouvelles choses à côté, si c'est possible. Mais voilà, on va vraiment se focaliser sur le championnat junior. C'est l'objectif. Et voilà, l'année prochaine, je compte Ouais. bien qu'on fasse tous une saison complète et le gagner. Toujours Tu as l'âge encore pour participer aux juniors. Bah forcément, hein, je pose une question qui paraît évidente puisque tu t'envisages d'y aller, mais c'est quoi? Ce serait ta dernière année pour le coup? Non, il me reste 2 ans. Mais bon, on va dire que par rapport au parcours que j'ai eu et par rapport à mon âge, je pense que on va dire, l'année prochaine, elle est un peu décisive, quoi. Toujours avec la même équipe, la même organisation autour de toi? Ah, toujours pareil. On va dire qu'on on a fini sur une bonne note la saison. On a gagné au cœur de France et donc on va pas changer une équipe qui gagne. Ok. Allez, Alors, on retrouve Florent, JB. ouais, on l'a annoncé qu'il était champion, il est tout de suite parti boire un coup. Ouais. JB reste au moins 5 minutes avec nous quand même. Donc, on était en train de te dire félicitations. Voilà, tu as appris, entre guillemets, Merci. que tu étais champion de France des rallyes TR 2020. Un petit mot sur ce titre. Alors, forcément, il n'y a eu que 2 courses, mais ça a été deux belles courses. Un petit mot sur ce titre. On rappelle que tu as déjà été champion de France des rallyes juniors et que c'est un deuxième titre de champion de France. Ouais, c'est un deuxième titre. Ça signifie beaucoup pour nous parce que malgré le fait que ce soit que deux courses, ça reste un titre et je pense que on s'arrache tous pour espérer avoir un titre de champion de France, surtout sur la terre. C'était vraiment 2 rallyes où il fallait être présent parce que la concurrence était présente. Donc, je pense qu'on n'a rien lâché.
Et tout ça grâce à toute l'équipe Minerva Oil, PH Sport, GT2I et les Citroën qui nous ont permis de réaliser ce projet. Et bien sûr, avec Flo, voilà, c'est un rêve pour moi de. Certes, c'est un petit championnat, mais ça reste quand même un titre et ça compte beaucoup. Okay. On sent qu'avec Flo, il y a une vraie osmose qui s'installe au fur et à mesure des courses et peu importe les rallyes que vous allez du coup parcourir, on sent qu'il y a quelque chose qui se forme vraiment dans cet équipage. Ben, en fait, de base, on est super amis avant de courir ensemble, donc c'est clair que déjà on a une belle complicité. Puis surtout là, le fait de s'investir à fond avec ce programme en R5, on a beaucoup travaillé ensemble pour évoluer et pour essayer d'être bon d'entrée. Et maintenant, c'est vrai que comme tu dis, là, comme on a pu le voir encore en Italie, on a été bien face à une concurrence élevée, très forte. Et c'est clair que c'est super motivant. Et puis en plus, tous les deux, on est satisfaits de ce qu'on fait. Et puis on cherche toujours à peaufiner et aller de l'avant, quoi. On en parlait il y a moins de 15 jours dans l'émission, tu étais venu. On avait justement parlé que ton pilotage se mariait bien avec la surface qui est la Terre. C'est une nouvelle preuve ce week-end, c'est une épreuve que tu découvres. Il y a une grosse concurrence en face, il faut quand même le dire pour ceux qui n'ont pas trop suivi, mais il y avait, je ne vais pas réussir à le dire, le pilote Citroën Boulaccia, c'est ça, voilà, c'est ça. Oui. Ouais. Ah, c'est ça. Et puis après, Basso, voilà, Crugnola, voilà, les pilotes d'élite du championnat italien. Et tu as réussi à faire des scratchs. Raconte-nous déjà un petit peu rapidement ta course. Bah déjà, chose complètement différente de la France, on a droit à 3 passages de Rocco sur la terre là-bas, avec la voiture de série. Donc déjà, c'est quand même un moins, comparé à nous, on est habitué à un passage de Rocco, déjà c'était du luxe, donc on a pu bien travailler nos spéciales. Et puis, comme tu dis, la concurrence, elle était vraiment impressionnante. Basso, Crugnola, Campedelli, Boulaccia et Lindholm qui venaient du mondial. Donc c'est clair que nous, au début, on ne savait pas trop où se situer. Puis au final, d'entrée de jeu, on avait fait un bon check-down. Et puis après, au fil des spéciales, on a réussi à augmenter le rythme, à faire le bon choix, parce qu'il fallait faire un bon choix de pneus. On partit pour 6 spéciales sans assistance. Et au final, comme tu dis, on a fait un scratch. Puis à chaque fois, on était à 1 seconde du scratch avec Boulaccia ou même 2 fois devant Crugnola et tout. Donc c'est clair que ça doit être bien la terre pour nous. Ouais. Alors moi j'ai envie de parler d'un sujet. On a compté, c'est la 8e fois que tu montes dans cette Skoda. Est-ce que c'est des automatismes que tu retrouves rapidement? Alors on sait qu'aujourd'hui tu es plutôt Citroën, un produit Citroën pour le moment. Mais est-ce que tu retrouves toi des similitudes entre les deux voitures? Ben, tu vas rire, mais je savais plus comment on l'a démarré la Skoda. Bon bah. Pas pratique ça. Et sinon, ouais, c'est clair qu'il y a des habitudes qui reviennent d'entrée dès qu'on recommence à rouler. Après, les R5, elles sont toutes assez similaires, mais bon, elles ont toutes leurs points forts, leurs points faibles. Et puis, dans tous les cas, c'est des voitures de malade. Ok, très bien. Okay. Bon, je ne sais pas, Mathieu, si tu as encore une question éventuellement à poser à JB ou à Flo. Quelle est vos fêtes de fin d'année? Comment vous allez Est-ce que vous allez travailler sur les programmes 2021? Là, c'est l'objectif, là, maintenant, vos saisons. Alors, JB, toi, ta saison est terminée aussi, là, pour le coup? Ouais, normalement, ouais, c'est terminé. Okay. À moins qu'il y ait encore un rallye en Italie ou peut-être, comme tu disais, la Balagne en Corse, je sais pas, c'est des idées, mais si jamais il y a une occasion se présente, en tout cas, on ira, mais pour l'instant, c'est pas prévu. Ok. Et en plus, on t'a retiré les spéciales de chez toi à Monte-Carlo, donc ça sert même plus, il faut même pas y aller, ça sert à rien du coup. Bon, c'est pas très loin les autres non plus, mais bon. C'est vrai. On verra. Non. Ok, ça marche. Merci, merci messieurs. C'était un petit passage rapide, mais c'était important pour nous de prendre de vos nouvelles. Quand vous partez loin, on pense quand même à vous et on vous suit. Donc merci. Et encore félicitations pour votre perf ce week-end. Et JB pour ton titre. Embrasse Flo pour nous. Tu lui dis, voilà, on le félicite aussi. Et puis on se retrouve très vite. JB, on te donne la date très rapidement et on compte sur toi pour arriver avec le plus beau de tes nœuds papillons. Ouais, okay, donc c'est pas soirée masquée, mais ce sera soirée costumée. Hein. Ça, on peut l'annoncer déjà. Allez, merci. Bonne soirée à vous. Et donc, merci. JB a évoqué GT2I, c'est un partenaire. Ils ont l'habitude de suivre quelques jeunes pilotes et on tenait à faire un focus sur cette équipe GT2I et on va pouvoir, pour certains, mettre une image ou une tête sur une marque. Bonsoir tous les trois, Yves Morel, Richard Thierry et Stéphane Pelleret, qu'on connaît un petit peu plus par son palmarès. Bonsoir messieurs. Bonsoir à tous.
Voilà, alors voilà, en fait, j'étais un peu à l'initiative, je voulais mettre en avant ce côté équipementier passionné. Voilà, c'est quelque chose que vous voulez, enfin vous y tenez, je sais que vous y tenez, vous voulez le mettre en avant. Donc on va donner la parole à Richard, puisque c'est probablement celui qui est un peu le plus proche des pilotes. Salut Richard. Bonsoir. Déjà, voilà, je veux vous féliciter pour votre émission. C'est un beau succès. Merci beaucoup. Merci. En fait, on prend énormément de plaisir et puis on veut faire passer. Alors, il y a des messages à faire passer, évidemment, mais on veut faire connaître un petit peu aussi. Vous vivez, vous aussi, votre passion de manière différente. On sait que de temps en temps, vous allez sur les rallyes, voire même vous y participez. Mais voilà, l'idée, c'était vraiment ça. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait un petit peu la différence et ce rapport de passionné auquel vous tenez? Écoutez, à la base, contrairement aux petits jeunes qu'on vient de voir avant, on a rêvé d'être champion du monde des rallyes, mais on a vu vite qu'on ne pourrait pas y arriver. Et on a eu la possibilité de travailler justement avec ces passionnés. Et aujourd'hui, c'est un réel plaisir de pouvoir côtoyer tout ce monde et de continuer. On est un peu pilote d'usine à notre façon, quoi. Oui, Yves, bonsoir. Alors toi, c'est pareil. Toi, pour te connaître un petit peu, je t'ai vu déjà avec des yeux brillants, rien qu'en évoquant quelques petits jeunes comme Jean-Baptiste Franceschi ou Johan Rossel ou même Johan Bonato. C'est des gens qui vous émerveillent encore, malgré votre âge. Ça, par contre, c'était pas sympa de le dire. Merci beaucoup. Ouais. Oui, ça m'émerveille encore. Ça nous émerveille encore. On est fan de ce sport. Quand on était jeune et qu'on voyait passer les Harry Vatanen, on voulait les connaître, on voulait participer à ce monde-là. Et là, aujourd'hui, on y participe, on les rencontre, on discute avec eux. C'est toujours des jeunes formidables, c'est toujours des gens qui ont quelque chose de plus. Donc, c'est à la fois dans notre passion et à la fois, c'est des gens un peu exceptionnels. Donc, c'est merveilleux de pouvoir participer avec eux. Et oui, ils nous passionnent toujours autant. Ok. Stéphane, toi, tu as un parcours un peu différent. On rappelle que tu as été lauréat Rallye Jeune et tu as réussi à rester dans le milieu. Tu continues de parler sport auto et rallye tous les jours. Explique-nous un petit peu ton parcours et ton poste chez GT2I. Rallye Jeune 2006. 2006. Oui, tout à fait. Rallye Jeune 2006 et début en rallye en 2007. Donc, vivre sa passion au quotidien, c'était un but depuis très longtemps. Donc, pouvoir le faire au sein de la société GT2I, c'est quand même une grande chance. Donc, mon parcours, avec GT2I, il est assez lointain en fait. J'ai acheté mon premier casque de karting et ma première combinaison en karting chez GT2I en 99. Donc, ça veut dire il y a déjà quelques années. Et du coup, karting pendant quelques années. Ensuite, lauréat Rallye Jeune. Et en 2009, il fallait monter une 207 volant et j'ai tapé à la porte de GT2I, j'ai rencontré Richard pour demander une petite aide pour faire le montage et équiper l'auto. Donc c'est à partir de là que la relation s'est créée. 2 ans après, je cherchais du travail suite à la fin de mes études et je suis rentré en tant que commercial chez GT2I. Oui, c'est la particularité. Alors là, je voudrais revenir vers Richard. Voilà, c'est pas le premier jeune que vous avez aidé, mais en tout cas, c'est vraiment une belle histoire, une belle continuité. Là, tout à fait. Stéphane était venu voir, on trouvait la personne sympathique. Il partageait les bonnes valeurs que l'on aime, nous, dans le sport auto. Et quand il a cherché du travail derrière, on a dit, écoute, on va te tester en tant que commercial. Il a commencé à travailler avec l'équipe GT2I. Il a été sur les rallyes. Il a apporté ses connaissances à d'autres pilotes. Il a continué en même temps à piloter. Et puis, il a progressé dans la société et aujourd'hui, il est chef produit et c'est lui qui développe un petit peu, qui fabrique le catalogue, qui définit un peu les gammes et qui définit même aujourd'hui des produits marqués GT2I. Ok, alors, oui, vas-y Mathieu. Vas-y Eric. Vas-y. Yves, en fait, je voulais, toi aussi, cet œil, alors par rapport à Stéphane, puisque vous l'avez presque vu démarrer, il n'a pas eu une carrière très très longue non plus. J'imagine que vous préfériez le voir dans vos bureaux plutôt que sur la route. Mais voilà, il a quand même 3 victoires scratch, je crois. Vaison-la-Romaine, ça doit être un peu son rendez-vous de l'époque. Mais voilà, Yves, parle-nous un petit peu aussi justement de cette relation avec un jeune qui arrive dans vos bureaux. Stéphane, il a une place tout à fait un peu privilégiée, je vais dire, parce qu'à la fois il a un poste, il occupe pleinement le poste de responsable produit,
mais il analyse tous les week-ends. On refait les courses après les week-ends et on regarde qui c'est qui va vite, qui c'est qui va pas vite, sur quel terrain. Si on a couru, Richard et moi, il analyse nos perfs. C'est un peu notre coach aussi. Hein. Donc, si vous voulez, on partage cette passion. On a fait des essais ensemble avec Stéphane et c'est pas, on n'a pas la même vitesse d'exécution là. On joue pas dans la même cour. Donc, non, il y a vraiment une relation super bienveillante entre nous. À la fois, il nous coach un petit peu sur notre pilotage et nous, de l'autre côté, sur l'entreprise, on travaille ensemble et c'est un vrai bonheur parce que c'est une vraie personnalité aussi. Ok, Richard, là, bon, à vous écouter, on comprend bien qu'il y a une histoire, voilà, c'est convivial, c'est plein de passion. Quelle est un peu la stratégie de GT2I? C'est un milieu, on rappelle, l'équipementier, voilà, très concurrentiel. Quelle est un peu la stratégie de GT2I pour essayer de se démarquer un peu de la concurrence? Quel est votre leitmotiv là-dessus? Alors, je pense que les pilotes ont pu le remarquer. On essaye d'être très présent et de mettre en place le côté humain derrière la société, le site internet et tout ça. Donc, on est présent sur pratiquement 60 rallyes et circuits. On est présent physiquement avec un camion boutique, mais pas seulement pour aller vendre des pièces, c'est aussi pour prendre des renseignements, rendre service si la personne a oublié sa paire de gants ou autre chose. On a une relation avec les teams, les préparateurs qui tous les week-ends nous font remonter l'information et cette information on l'utilise après pour concevoir ou améliorer ou enlever des produits du catalogue parce que les remontées qu'on a du terrain sont très importantes pour nous après tous les jours. Stéphane, c'est une mise à jour permanente aussi. Alors l'évolution, aujourd'hui on connaît les nouvelles catégories R, R3, R4, R5 et tout ce qui arrive encore derrière. Toi aussi, par rapport à tes produits et tout ça, tu es constamment en train de chercher les évolutions. Oui, on est obligé de s'adapter à la fois aux produits qui sont sur le marché en termes de véhicules, à la fois aux nouvelles réglementations qui peuvent rentrer en vigueur. On est sans arrêt en train d'essayer d'évoluer, de s'améliorer, de voir ce que fait aussi la concurrence, d'essayer de sortir un produit qui est à la fois performant, qui soit dans un tarif convenable pour le client. Il faut réussir à aller à l'essentiel et sortir le bon produit au bon prix et qui soit parfait pour l'utilisateur final. Donc c'est toujours une recherche incessante sur une multitude de produits. Donc c'est vrai que c'est toujours très intéressant parce que tous les jours on va travailler sur des nouveaux projets sans arrêt en pleine évolution. Du coup, Yves, comme le dit Stéphane, voilà, ou l'a dit Richard précédemment, c'est un travail un peu de tous les instants. Il faut se tenir toujours au goût du jour, voir un peu ce que fait la concurrence. Comment, moi j'ai une question un petit peu peut-être bateau, mais comment on choisit un petit peu la stratégie de communication? On sait que vous êtes très présent sur les réseaux sociaux, sur le web, et à travers des teams, à travers des championnats, à travers des pilotes. Comment on définit un petit peu, voilà, comment on choisit un pilote, comment on choisit un championnat? On se dit tiens, ici ça peut être important d'être présent, de montrer que nous y sommes. Alors là, je devrais rendre hommage à mon associé dont c'est vraiment la partie. C'est-à-dire que choisir un pilote, c'est son job. Moi, je suis vraiment plus dans les affaires internes, dans le fonctionnement de la boîte. Mais ce qui nous caractérise, je veux dire, on cherche des gens qui nous ressemblent. On est des passionnés. On a envie de voir ce sport. On a envie de participer à ce sport. Et on cherche des gens humains qui ont envie de faire des choses. Voilà, et qui sont sensibles un petit peu à ce qu'on est capable d'apporter en termes de soutien et d'humanité. Richard, je te laisse prendre la parole, mais objectivement, c'est vraiment ce qui nous caractérise, c'est la passion, la présence auprès des gens, et c'est comme ça qu'on cherche à communiquer. Oui, Richard, du coup, je te laisse rebondir. La même question pour Richard, et d'ailleurs, moi, je rajoute une petite note. Partenaire depuis plus de 20 ans sur le championnat de France Terre, rien que ça, déjà, c'est aussi une marque de fidélité par rapport à justement vos choix bien précis. Oui, alors on aide beaucoup, on discute beaucoup avec les organisateurs. Sans les organisateurs, il n'y a pas d'épreuve. Ces gens-là, les 3/4 du temps, ce sont des bénévoles qui se donnent des années complètes à mettre en place des rallyes. C'est hyper compliqué.
Donc, on essaie de discuter avec eux, on connaît un petit peu leurs besoins aujourd'hui. Ben, le championnat terre, il n'y avait pas grand monde qui s'intéressait au championnat terre il y a 20 ans. Quand on sait que 80% du championnat du monde, c'est des épreuves sur terre, on ne comprenait pas trop pourquoi les gens ne s'intéressaient pas à ça. Aujourd'hui, ça fait plaisir de voir que des formules de promotion, l'année prochaine, il risque d'y en avoir 2, voire 3 même, je crois, sur le championnat terre. On a des plateaux qui sont magnifiques. Le format est adapté à l'amateur. On arrive un vendredi soir, on repart un dimanche soir. Donc, pour l'amateur, je trouve que c'est le championnat idéal. Après, les partenariats que l'on monte, ce sont des partenariats, oui, comme expliqué, de cœur. On participe un petit peu à l'histoire quand on fait ça avec Johan Rossel à l'époque. Je me souviens, c'est nous qui l'avons appelé après ses premiers rallyes parce qu'on trouvait qu'il avait une pointe de vitesse exceptionnelle et qu'il nous faisait rêver. On avait envie de participer à ça, d'y amener les quelques conseils qu'on peut ou les connaissances qu'on a avec certains préparateurs ou autres. La famille Franceschi, c'est pareil, c'est des jeunes qu'on aime bien, mais on a un partenariat très important avec des teams. Parce qu'il y a non seulement l'autocollant sur la voiture qui va nous faire de l'image, mais il y a toute la remontée d'informations techniques aussi qui nous intéresse, qui est vraiment intéressante, et de partager aussi des programmes avec des pilotes de renom. Là, grâce à PH Sport, par exemple, la voiture de Chris Meek au Dakar sera aussi aux couleurs GT2i. Ben, c'est des petits clins d'œil, mais participer avec un gars qui a roulé mondial, ben, on est plutôt très fiers. C'est important pour vous, hein. Même tu as oublié Adrien Fourmeau, les autocollants GT2i sont aussi sur Adrien. Non, mais je veux dire, c'est important pour vous d'avoir un ou deux jeunes qui tentent d'accéder au mondial, quoi. Ça vous emmène vers le haut aussi, hein, j'imagine. Bah, tout à fait. Pour nous, c'est super important. On est partenaire aussi du rallye, du R2J, championnat de France, et de l'équipe de France des rallyes. Ouais. Et c'est vrai que cet accompagnement, ben, on les suit dès le début. On discute régulièrement avec Nicolas Bernardi sur les performances de l'un ou de l'autre. Pour nous, c'est notre façon à nous de participer. C'est super intéressant. Ça nous permet aussi de faire tester nos produits. Et on joint l'utile à l'agréable. Allez, je voudrais revenir vers Yves. Alors, on va parler un peu de comptabilité, hein, puisque c'est probablement ce qui t'intéresse le plus. Mais bon, dis-nous un petit peu par rapport à la situation. Alors, bon, ce premier confinement qui était à l'aube d'une saison qui s'annonçait, le deuxième reconfinement qui nous a quand même privé de beaucoup d'épreuves. La stratégie, là, GT2i, comment il a fallu gérer ça un petit peu ? Le deuxième confinement, on était un petit peu plus organisé que la première fois. La première fois, c'était un petit peu la stupeur, où on s'est retrouvé avec deux soucis qui étaient, protéger les équipes, ce qui était quand même le plus important, et continuer l'activité. C'est deux objectifs dont on ne trouvait pas facilement la compatibilité. On a une structure informatique qui est assez bonne et qui nous a permis de pouvoir mettre tout le monde en télétravail et la plupart des gens en télétravail. Maintenant, il y a une partie de l'entreprise qui devait rester ici, donc il a fallu inventer tout un tas de procédures pour les protéger. Donc on a sécurisé les locaux, on a mis en place un système de masques, un système de distribution de masques, de récupération de gel, voilà, du nettoyage, tout un tas de procédures, et surtout pour les gens pour le métier qui ne peuvent pas être en télétravail, comme la logistique, on a décidé de faire deux équipes, en faisant travailler une équipe le matin très tôt, qui finit vers 14h, et une autre équipe qui part à 14h. Et qui termine des fois à 22h et des fois plus tard. Donc, on a pu le faire grâce à des gens, à nos équipes. Elles sont, avec Richard, on est fan des gens avec qui on travaille. C'est vraiment des personnes volontaires et avec qui on a pu mettre en place tout un tas de procédures qui nous ont permis de continuer à faire notre métier au mieux pendant la crise. Pour rester dans les chiffres... Alors, le deuxième Pardon. Allez-y. Non, allez-y. Pardon. Le deuxième confinement a été un petit peu compliqué à gérer parce qu'il nous a tous, je pense que voilà, tout le monde, il a mis un petit coup sur la tête parce qu'on était reparti vraiment dans une bonne dynamique avec des courses. On était présents sur les courses. On avait mis en place un protocole pour
les gens qui puissent se déplacer ne reviennent pas à l'entreprise tout de suite, avec tous les protocoles de sécurité quand on rencontre des personnes sur les courses. Donc, vraiment, on avait travaillé ça, et le deuxième confinement nous a complètement un peu arrêtés, mais ça, je surprends personne quand on dit ça. Ouais. Je veux dire, mais globalement, on a mis tout le monde une deuxième fois en télétravail, comme on l'avait déjà fait, on avait déjà appris de nos erreurs. On a été beaucoup plus présent avec nos équipes, et finalement ça se passe bien. Franchement, on peut le dire avec beaucoup de fierté et d'humilité. On a des équipes fantastiques, on a des chefs de service qui font fonctionner parfaitement les équipes, et ça se passe bien. On arrive à maintenir une très très bonne qualité de service. Du coup, pour rester vite fait dans les chiffres avec toi, Yves, GT2I, c'est combien de personnes et combien de mètres carrés en infrastructure, rapidement, des chiffres clés qui pourraient présenter la société. Alors, on est à peu près, je crois qu'on est 54 entre la Suisse, l'Espagne et la France. On est... qu'est-ce qu'on peut dire, notre record de... Pardon ? Notre record de prise de commande, c'est à peu près 1400 commandes dans la journée. Donc, c'est une petite usine quand même. Il faut gérer... voilà, c'est pas simple. Donc, assurer un très bon service avec ça, ça a des contraintes. On a à peu près... on gère à peu près 80 000 produits sur Internet. On a 300 fournisseurs. Voilà, je peux pas. On est sur trois lots. On apprend de belles choses. Merci beaucoup en tout cas, Yves. Richard, un petit mot encore. Il y a ce camion boutique, hein, tu l'as évoqué tout à l'heure, mais c'est aussi celui qui crée un vrai relais entre... Alors, je reviens toujours sur cette histoire de passionnés. Ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas. Mais en fait, pour toi, c'est important. Je sais qu'un jour, tu m'as dit, on ne gagne pas d'argent avec le camion. Donc, mais c'est quand même la preuve que vous voulez créer un vrai lien. Ah, c'est sûr que d'un point de vue comptable, mon associé, c'est pas le bon produit. Mais maintenant, voilà, le côté humain, il est là. Et derrière, comme dit Yves, on a vraiment des équipes de passionnés et des vendeurs. On n'est jamais à la traîne pour savoir qui peut aller sur une épreuve. Pour vous donner un exemple, l'année dernière, on a fait 62 déplacements. Donc, Dieu sait qu'ils font des week-ends dehors et qu'après, il faut récupérer. Donc, c'est toute une organisation. Mais ouais, grâce à ça, on a des relations avec les teams et les pilotes que beaucoup n'ont pas. Donc, on les voit tous les week-ends. C'est la caravane du Tour de France. Hein. On est ensemble sur toutes les épreuves. Et c'est très important d'être là, de pouvoir discuter avec eux, de regarder ce qui se passe et d'être présent sur la course. Très important. Ok, très bien. Stéphane, pour clôturer, Eric, tu auras peut-être une dernière question. Un petit mot là sur tes deux collègues et deux boss un peu. Moi, je les écoute, ils transpirent vraiment la passion. Est-ce que c'est vrai en off? Parce que là, forcément, à l'écran, forcément. C'est pas du vrai off là. C'est pas du vrai off. Non, c'est vraiment des passionnés. C'est ce qui est intéressant. C'est vrai que même en réunion, de temps en temps, il faut les ramener sur le sujet en cours parce qu'ils ont tendance à dévier sur le week-end d'avant. Mais c'est ça aussi qu'on aime parce que c'est vrai on parle le même langage déjà avec eux. On parle d'un métier passionnant, donc on a envie de faire les choses bien. Et c'est à tous les niveaux, toutes les équipes sont passionnées. Et quand on vit au jour le jour dans nos passions, déjà on est en contact avec les gens en face qui vivent la même passion aussi. C'est un régal. Ouais. Stéphane, allez, une dernière question. Il y a des produits 100% GT2I. Hein, je sais que tu travailles aussi sur des sujets bien précis comme ça. Ce sont lesquels, ou en tout cas les produits phares, ou ceux lesquels vous êtes le plus fier? Ouais, il y en a pas mal. Il y en a quelques-uns qui vont arriver là pour 2021. Donc on va pas annoncer tout de suite ce que c'est, mais je pense que ceux-là, on en est vraiment fiers avec tout le boulot que l'on a fait pour le développer et pour le mettre au point. Mais après, non, il y a pas mal de produits de la gamme GT2I Race & Safety qui sont importants. On a une combi qui est quand même très légère et qui est vraiment confortable à ce niveau de tarif-là. On a des gants qui sont portés, qui sont champions de France des rallye-terre d'ailleurs cette année. Donc, c'est aussi un bien vendu, gros point fort. Donc après,
Ils ont gagné 24 heures du Mans. Ils ont gagné les 24 heures du Mans aussi. Et Pace Peak. Et Pace Peak. Donc c'est vrai que. Donc cet hiver, vous partez à la neige, mettez des gants GT2i, ça peut marcher. Voilà. Ça peut le faire. Donc non, après, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est très varié. On part de l'équipement pilote jusqu'à du technique, à des plaquettes de frein. Donc on essaie, et toujours avec des tests, avec des mises au point, des développements, et avec l'expérience de GT2i depuis plus de 30 ans maintenant, on arrive à sortir des produits qui soient vraiment performants sur le marché. Ok. Bon, en tout cas, avec Mathieu, on voulait vous remercier. Vous êtes aussi partenaire de l'émission, donc merci de nous avoir soutenus sur ces 15 émissions. Il en reste 3 et voilà, on voulait de cette manière-là vous remercier. Moi, j'ai juste envie de rappeler qu'il y a une application MyGT2i aussi qui est plutôt un produit révolutionnaire et qui est vraiment... Enfin, qu'il faut au moins aller visiter pour comprendre que c'est... Il y a des live radio qui sont sympas. Aussi, ouais. Non, mais bon, voilà. Non, il y a les petites annonces, il y a les communautés, il n'y a pas que la même boutique. Et c'est vrai qu'on est un peu les seuls à avoir investi là-dedans. Et je pense que c'est l'avenir. Et j'aime beaucoup cette phrase aussi que j'ai un jour entendue de ta bouche, Richard, c'est GT2i, c'est pas qu'une commande et un paiement. Voilà, il y a quelque chose en plus et c'est quelque chose qui m'a marqué. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Merci beaucoup. Merci beaucoup et bonne chance pour la fin de saison et pour 2021. Merci à vous. À très bientôt. À vous. Merci. Bonne continuation. Merci. Et allez, en parlant de 2021, on va enchaîner avec la chronique suivante. Ouais. Et notre invité du soir, c'est Stéphane Lefebvre. Salut Stéphane. Salut Stéphane. Bonjour tout le monde. C'est bon. Bon, ravi de... Vas-y, Eric. Allez, je te laisse. Bienvenue, ça fait plaisir de te revoir. On ne t'avait pas vu encore sur cette deuxième série de confinement. Ça veut un petit peu dire que tu n'as pas trop roulé. Alors bon, on aurait pu t'inviter pour cette belle victoire à Béthune. Voilà, on a appris la nouvelle ce matin et c'est plutôt avec grand plaisir. Du coup, tu vas clore ta saison, mais sur une sacrée belle épreuve, puisque tu as annoncé ta présence à Monza. Oui, effectivement, on ne peut pas dire que c'était une saison avec beaucoup de rallyes, seulement 2 rallyes, dont un courté au Touquet. Donc, ça fait plaisir de revenir sur la scène, hein, clairement. Mais parfois, les choses les moins prévues sont peut-être les meilleures. On verra. En tout cas, ça s'est fait un peu à la dernière minute, un peu à l'arrache, si je peux dire. Et je suis vraiment content de revenir. Comment tu comptes te préparer là, quand on roule pas comme ça? Alors, il y a eu le rallye de Béthune début septembre, mais voilà, rallye régional, tu n'as même pas eu le temps de te chauffer, que c'était déjà fini. Donc, comment tu vas essayer de combler un peu ce manque de roulage face à... On n'a pas encore vu la liste qui doit sortir demain, si je dis pas de bêtises, mais on imagine 50, 60, 70 R5 au départ. Donc, comment tu vas essayer de combler ce manque de roulage de cette année? J'en sais rien. Clairement, j'en sais rien. Quand on voit tous les kilomètres, même si c'était une saison réduite, que certains pilotes ont pu faire, c'est pas avec les 30 km de Béthune que je peux dire que je suis dans le rythme. Le seul avantage que je peux dire, c'est que la dernière voiture que j'ai conduite, c'est la C3 de Vincent Christian qui m'a laissé sa C3 pour Béthune. Sinon, je peux pas dire grand chose de plus, si ce n'est que je vais bosser mon rallye comme je l'ai toujours fait. Bien bosser mes vidéos, essayer d'être prêt le mieux possible. Après, je sais que je sais conduire. J'ai une petite expérience sur le circuit avec le rallye circuit l'an dernier en Porsche. Donc j'espère en tirer bénéfice de ça. Après, les kilomètres non faits, c'est pas rattrapable. Mais je sais que voilà, je sais conduire et ça sera ça mon atout, quoi. Ton petit avantage, en fait, c'est que clairement, Monza, ça va être un rallye pas comme les autres. On est tous impatients de voir ce que ça va donner, mais c'est vrai que pour un rallye du championnat du monde, c'est un petit peu particulier, même si on rappelle qu'il y aura une vraie étape le samedi, mais sur des spéciales que vous allez tous découvrir. Mais mine de rien, il y a 75% du parcours qui va se faire sur un peu des super spéciales. Comment tu comptes l'appréhender? Voilà, justement, ton retour après le rallye circuit l'année dernière, c'est mine de rien une petite expérience qui a été prise l'an dernier, tu le savais pas, mais qui pourra te servir, même si c'est pas les mêmes spéciales. Mais qu'est-ce qui change de se retrouver, de faire tout un rallye sur une super spéciale quasiment? L'exercice est vraiment différent. Sur le rallye circuit l'an passé au Castellet, ce qui m'a vraiment choqué, c'est qu'il fallait prendre beaucoup plus de repères visuels que ce qu'on pouvait avoir sur un rallye normal. Des spéciales normales, on arrive à les décrire avec les notes facilement et ça nous parle. Sur le circuit, avec la Porsche, à des endroits, on arrivait tellement vite
qu'on était obligé de prendre des repères au loin pour se dire c'est là que je dois m'arrêter parce qu'on va arriver à plus de 200 km/h. Donc c'était vraiment un exercice différent sur la prise de notes. Toutes des petites choses qui font que le peu de matériel qu'il y a sur un circuit en termes de marquage au sol, de vibreurs, etc., faut les utiliser et savoir les exploiter au maximum. Ouais, tu peux numéroter les cônes aussi, non, éventuellement? Oui, presque. Ah ouais. Est-ce que le fait que le rallye soit un petit peu justement particulier, ça t'a poussé à te dire allez, pourquoi pas, pourquoi on n'irait pas? Si ça avait été, je sais pas, je vais pas dire Ypres parce que tu serais allé si c'était Ypres, mais un rallye un petit peu, un rallye, je sais pas, un rallye un peu plus classique. Est-ce que tu te serais dit allez, j'y vais quand même si j'ai un gros manque de roulage, ou est-ce que parce que là c'est Monza, c'est particulier, c'est nouveau, ça va être un exercice que tout le monde va un peu découvrir. Est-ce que c'est ce qui t'a poussé à te dire allez, bon bah banco, on y va? Aujourd'hui, je suis plus dans l'optique de choisir réellement les courses que je veux faire. Là, c'est une opportunité qui se goupille vraiment bien avec le team des Max. C'est clairement grâce à Max Beltrami que je suis là-bas. Mais ça aurait été un rallye comme la Hongrie en ERC, comme n'importe quel rallye. Aujourd'hui, je fonce et je saisis les opportunités. J'ai plus vraiment toutes les cartes en main pour choisir et dire ce que je veux faire. Aujourd'hui, j'essaie de trouver le maximum de partenaires pour pouvoir rouler. Et on sait que c'est vraiment une période compliquée pour trouver tout ça. Donc, j'essaye de saisir l'opportunité où est-ce qu'il y en a une et de monter le meilleur programme possible pour y être. Est-ce que, bon, là, on parle de 2021, hein, c'était un petit peu le thème. L'opportunité que tu sois présent à Monza nous permet d'échanger avec toi. Est-ce que tu as définitivement oublié l'idée de monter des programmes? Alors, on sait que tu as essayé d'en monter 25 000, hein, probablement. Mais est-ce que tu as un petit peu décroché de ça, vraiment, par découragement, parce que tu penses que tu as plus l'âge pour y aller? Ou voilà, c'est quoi un petit peu ton approche aujourd'hui? Non, j'y crois toujours forcément. Quand on voit Johan Bonato il y a quelques années, il a fait une passe quasiment de 10 ans et il a réussi à revenir par les formules de promo. Donc, on peut jamais dire que c'est mort, même si on vise pas forcément le plus haut. Mais quand on voit Johan aujourd'hui, il fait de l'ERC, il fait du championnat de France, il arrive à rebondir. Donc, c'est bien, ouais, tu es un des premiers qui dit ça, en fait. Enfin, qui prend ça en exemple en disant peut-être que dans 10 ans, je reviendrai. Moi, je trouve ça vraiment intéressant d'y penser. Il y a des opportunités les portes ne s'ouvrent pas. Et des fois, il faut arrêter de s'acharner bêtement, même si voilà, c'est toujours un rêve de rester à ce qu'on a connu. Je prends l'exemple de Eric Camini qui est dans la même situation que moi. On a connu le plus haut niveau pendant un certain moment et on se bat pour revenir. Mais s'il n'y a pas de place pour des pilotes comme moi ou comme Eric, eh ben, on reste à la maison, on essaie de faire un peu de coaching et de ne pas baisser les bras. Ça reste notre rêve. Mais au bout d'un moment, ça sert à rien de se faire des nœuds au cerveau, il n'y a pas de place et on essaye d'avancer avec, de faire avec. Et peut-être parfois, il faut savoir faire marche arrière pour repasser les étapes après. Et du coup, là, une période comme ça, une année comme 2020, alors c'est clairement une année particulière, mais est-ce que le téléphone de Stéphane Lefebvre continue à sonner, ou est-ce que, comme tu l'as dit, tu n'es plus à choisir, enfin, tu n'as pas les opportunités pour te dire non, je vais aller là ou là, mais est-ce que même en étant un petit peu en retrait, tu as toujours des contacts, des gens qui te proposent des choses, dans le milieu un peu. Oui, je parle toujours avec mes copains, je suis bien pote avec JB. Je lui donne de petits conseils par-ci par-là pour que mon expérience serve encore à certaines personnes, même si je dis pas que je suis vieux, hein, mais j'ai un peu plus d'expérience que JB. Donc non, j'essaye de rester dans le milieu un peu de plus loin qu'avant, mais on va dire qu'aujourd'hui, voilà, je continue à être dans le milieu, un peu moins investi qu'à un moment, quoi. Tu seras en Pirelli là ou en Michelin sur Monza? C'est vraiment l'équipe qui a tout choisi, donc à mon avis, c'est 100% Italie. Italien, ok. Et tu sais que tu vas manger des pâtes aussi, alors, c'est ça, à midi? Ouais, et j'aime bien les pâtes, donc ça tombe bien. Okay. Et avec Thomas. Sur les pneus Pirelli, au Touquet, tu étais en Pirelli peut-être? Aussi, ouais. Au Touquet aussi. Ouais. Et donc avec Thomas Dubois à tes côtés, hein, c'est ça? Effectivement, avec Thomas. Ok, bon là aussi, hein, j'imagine que lui est heureux quand tu l'appelles et que tu lui annonces des nouvelles comme ça.
comme pour Ypres, on était vraiment proche de faire Ypres. Ça s'est passé à pas grand-chose, hein. Si le rallye avait été maintenu, on y serait allé. Ouais. Et je lui ai dit le soir, le soir de la clôture des engagements, un peu pareil qu'ici, qu'on allait faire Ypres. Donc à chaque fois, c'est. Il ne te croit pas, en fait. Ouais, voilà, limite, il me dit bah allez, c'est bon, on va pas le faire. On arrive à se débrouiller à chaque fois, donc c'est plutôt cool qu'on arrive encore à rouler ensemble. Et voilà, c'est top. Et du coup, Ypres, ça aurait été avec la C3 ou attends, ça Non, ça aurait été avec une Ford. On avait trouvé de quoi faire pour vraiment faire. On rappelle qu'il y avait une belle victoire au Condrose au volant de la Ford. Ça aussi, c'est quelque chose qui a marqué un peu les esprits. Bah, c'est un peu pour ça que chez N-Sport, ils étaient chauds. Ils savent que j'ai une bonne expérience en Belgique et il y avait quelque chose à faire. Donc, j'avais eu vraiment une bonne opportunité d'être à Ypres, mais malheureusement, ça ne s'est pas fait. Donc, c'est comme ça. Ok. Est-ce que tu as gardé un œil sur les 2 rallyes de championnat de France qui ont été courus encore, Mont-Blanc et Cœur de France? Tu as gardé un œil averti là-dessus? Oui, j'ai clairement suivi ça, hein. Il y a toujours les copains qui roulent, donc forcément, on essaie de suivre ça à 100%. Et sur ces 2 rallyes, ce qui m'a marqué le plus, c'est vraiment la perf de Manu Guigou au Mont-Blanc avec l'Alpine. C'est vraiment le truc qui m'a marqué sur ces 2 derniers rallyes. Est-ce que tu as eu l'occasion de l'essayer, l'Alpine? Non, pas du tout. Eh ben, lance un appel. Des fois, on nous regarde et lance un appel. Parce que je pense que c'est une voiture qui pourrait te plaire un peu, toi, non? Oui, c'est clair que ça donne envie. Après avoir essayé la Porsche en propulsion, c'est vraiment des voitures qui procurent du plaisir, hein. Une R5, c'est bien, c'est efficace, mais quand on a des moteurs puissants, ça change. Et il y a aussi Pierrag, hein, qui sera à Monza avec l'Alpine, donc ça va être intéressant de comparer ça au R5. Ok. Et est-ce que tu as eu un peu, dernière question, un peu des noms là? On a vu un peu tout le monde qui s'engage là. Est-ce que tu as une ébauche de liste là pour Monza ou tu sais pas du tout? Enfin, tu sais pas du tout. Tu t'en sais pas plus que nous sur les adversaires, mais je pense que ça s'annonce assez incroyable en R5 là. Habituellement, déjà, quand on voit le plateau à Monza, la ferveur qu'il y a ce rallye, avec le nombre d'R5, de WRC qu'on peut voir, c'est déjà quelque chose de fou rien qu'en termes d'Italie. Là, qu'ils soient en championnat du monde, on a vu qu'il y avait des pilotes de MotoGP qui allaient être là. Je pense qu'il va y avoir un sacré plateau. Et, on peut s'attendre à Valtteri Bottas, d'ailleurs aussi. On sait qu'il voulait faire. Ouais, non, il y a un Grand Prix. Il y a un Grand Prix, je crois. Ah, il y a un Grand Prix, ouais. Bon, alors on le verra pas. Alors, ouais. Non, mais, du coup, dernière question, quel sera ton objectif? Même si, bon, pour l'instant, il y a 24 heures, tu savais presque pas que tu y étais, mais quel sera l'objectif? Vas-y, quel est l'objectif de Stéphane Lefebvre? L'objectif, c'est clairement de rouler à fond, de me faire plaisir. En liant plaisir et performance, je pense que ce sera la meilleure chose à espérer. Après, viser une place, je pense qu'il faut attendre la liste des engagés déjà pour savoir sur quoi se baser. Après, on peut, comment dire, je pense pas qu'il va y avoir de gros écarts sur les spéciales sur le circuit. Donc, on peut très bien finir, admettons, 5e à 10 secondes du premier, et là, ça serait déjà une belle perf. Après, la place ne peut pas dire grand-chose. Si ce n'est que mon dernier rallye que j'ai fait en Allemagne, on était en tête WRC2 et WRC3 confondus, malgré le manque de roulage. Donc j'espère être forcément en haut de l'affiche. Après, on verra bien. Est-ce que tu seras engagé en WRC2, WRC2 ou WRC3 ou pas engagé au championnat du monde du coup? Ça sera en WRC3. Ok. D'accord. Là, il y a moyen de travailler un peu sur des vidéos, quelque chose, des morceaux de... Non, en fait, on vous a donné des outils là, parce que c'est un peu compliqué aussi pour les organisateurs. Bon, on a eu les vidéos de l'organisation qui filment comme chaque rallye, mais c'est pas vraiment le même type de vidéo qu'on peut retrouver sur des cams de Rocco. On n'a pas de trip, on n'a pas vraiment de réelle mesure avec ces vidéos, donc c'est juste pour avoir un aperçu clair des spéciales. Mais sur les spéciales, par exemple sur le circuit, il y a juste des plots, c'est pas vraiment encore matérialisé comme ce qu'on pourra trouver, donc c'est pas exploitable à 100%. Un petit mot là sur les spéciales du samedi où justement ça sort du circuit. Là, tu peux nous donner 2-3 infos, enfin ton ressenti.
Là, ça va être vraiment des vraies spéciales italiennes. Elles sont assez larges par endroits, vraiment de belles routes, pas tellement bosselées, avec beaucoup de rythme. Donc ça va être vraiment pour moi le challenge aujourd'hui, hein, parce que sur le circuit, je pense que là, il n'y aura pas de gros écarts. Mais retrouver le rythme le samedi dans de vraies spéciales où ça fait un moment que j'ai pas pris de notes, parce que ça va être ça, je pense, la difficulté pour moi, c'est de retrouver tous mes automatismes en termes de notes et que tous les mots viennent à l'instant T. Ok. Les notes en italien, non, ça servira à rien là. On verra à la fin du week-end, ça. Ok, bon, Stéphane, ça nous a fait plaisir de te voir et puis de te savoir encore dans le coup sur une manche du mondial. Donc, ça nous fait vraiment plaisir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Stéphane et bonne chance. Je ne sais pas comment on le dit en italien, donc je vais te dire en français, bonne chance et puis on va suivre ça de près. Okay, merci bien à vous. Et allez, salut. Ciao. Merci, bonne soirée. Et on va enchaîner avec notre dernier plateau, Eric. C'est une séquence qu'on adore déjà. On en a fait deux déjà. Il y a eu Julien Morin, il y a eu Daniel Elena. Et ce soir, on a l'honneur de retrouver avec nous Monsieur Gilles Nantais. Bonsoir, le Gilles. champion de France 2011. Salut Gilles. Alors, on te laisse tranquillement installer la caméra. Merci beaucoup d'avoir toi aussi répondu à notre invitation. Donc voilà, ça fait quelques semaines qu'on évoque ceux qui ont marqué le championnat de France. Et forcément, le championnat vous a probablement marqué, tu pourras nous le dire. Mais voilà, ça fait vraiment plaisir de te voir. Donc, comment vas-tu déjà dans un premier temps ? Disons que je ne vais pas trop mal, comme un retraité. Beaucoup de nostalgie quand même, mais la santé est là, c'est pas mal, même si les suites de mon accident de moto m'ont laissé pas mal de séquelles. Un tympan en moins, plein de choses, donc l'oreille interne, donc l'équilibre, il y a plein de choses qui ne vont pas, mais je suis là, c'est déjà bien. Ok, non, mais c'est sûr que évidemment, oui, c'est très bien que tu sois là. Oui, donc il y a eu quand même quelques séquelles. Alors, on n'avait pas minimisé cet accident en moto là, mais c'est vraiment quelque chose qui a un petit peu mis un terme à ta carrière. Ouais, ma carrière, je dirais plutôt ma vie, parce que moi, ma vie, je suis toujours vivant, mais tout, que ce soit, je suis resté pratiquement 2 ans arrêté, donc professionnellement, ça a tout changé aussi. Complètement. J'étais quelqu'un qui avait beaucoup de peps et de plus rien du jour au lendemain, plus de pouvoir rien faire, c'est compliqué. Ouais, t'es passé d'une hyperactivité à plus grand-chose, quoi, alors. On a vu que tu étais présent sur le rallye du Mont Blanc, donc quand tu peux, tu te déplaces encore et tu viens prendre un peu la température, revoir un peu tous les gens que tu connais. C'était un moment sympa de venir sur le Mont Blanc cette année-là ? Superbe, c'est bon. Cette année, malheureusement, avec cette épidémie, avec ce Covid, on ne peut pas faire ce qu'on veut. J'étais toujours ouvreur, normalement avec le numéro 0 au Vosges. Karine Haute m'avait encore invité. Donc, c'est assez sympa de ce côté-là, d'être présent, de voir toutes ces têtes qu'on connaît, puis l'ambiance, superbe. Ok, je vais faire rapidement le monsieur chiffre pour les gens, peut-être les jeunes qui n'ont pas connu les grandes années Gilles Nantais, mais Gilles Nantais, c'est plus de 230 rallyes, plus de 60 victoires scratch. Il y a eu 4 victoires dans le Trophée Michelin, il y a eu 1 victoire à la finale de la Coupe de France d'Épernay et il y a eu en point d'orgue un titre de champion de France en 2011. Est-ce que tu peux nous revenir un petit peu sur cette année 2011, Gilles ? Une année clairement où tu jouais le Trophée Michelin, tu jouais toujours les avant-postes, mais le titre, est-ce que tu l'avais déjà espéré ou est-ce que ça a été la cerise sur le gâteau ? Non, honnêtement, non, je ne l'ai pas espéré du tout. Autant en 2004, quand j'ai gagné la Coupe de France avec l'ancienne Porsche, c'était le but. Je courais après ça, alors que là, non, championnat team, championnat, du moins, Trophée Michelin, et puis après, on jouait placé comme tout le temps. Et ça, je dirais que ça a basculé, c'est à l'Alsace. En fin de compte, gagner l'Alsace, c'était exceptionnel. Un rallye qu'on ne connaissait pas du tout, très difficile à reconnaître dans les conditions du mondial. Donc, on s'était vraiment bien débrouillé. Et puis, l'apothéose à la fin, même si j'ai peut-être fait quelques bêtises sur le dernier rallye sur le Var où je suis sorti, je suis reparti quand même. Mais après, c'est plus les adversaires qui ont pas eu de chance non plus. Mais bon. À la régulière, c'était bien. Même très bien. Alors, moi, j'ai envie de poser une question. Je l'ai posée assez régulièrement ces dernières émissions. Quel est celui qui t'a donné le plus de fil à retordre, en fait ? Alors, on sait que Patrick Rouillard, ça a été quelques belles bagarres. Mais voilà, en généralité, dans ta carrière, quel est celui qui t'a vraiment, vraiment donné du fil à retordre ?
Ça dépend à quel niveau on regarde. C'est vrai qu'avec Patrick, on s'est beaucoup battu, même si après il a racheté ma voiture et qu'il s'est fait énormément plaisir avec. Ouais. Je dirais que du fil à retordre, c'est plus en local, avec des gens comme Pezzuti, où vraiment c'est un ami avec qui on se battait quand on avait le volant dans les mains. On se connaissait plus, mais dès qu'on descendait de la voiture, on redevenait des amis. Donc ce côté-là est un petit peu sympa, oui. Ouais. Et évidemment, oui. Vas-y Mathieu. Non, mais je voulais avoir quel est le plus beau souvenir de Gilles Nantais sur un championnat de France, par exemple? Quel est le moment qui t'a le plus marqué? Sur un championnat de France? Oui. Cette victoire à Mâcon, là, c'est quelque chose qui t'a... C'était pas en championnat de France, c'était en Coupe de France. C'était pas en championnat, c'est vrai. Mais allez, vas-y, allez. Sinon, un plus beau souvenir en général, pas forcément en championnat. Allez. Cette finale. Non, mais il y a beaucoup de souvenirs. Il y en a beaucoup. De vrais souvenirs. Bon, le victoire à l'Alsace, en doublé au championnat du monde, c'est vrai que c'est quelque chose qui était grandiose, que même pas on y pensait. Mais le reste, il y a tellement de rallyes où on a gagné le groupe, où gagné le trophée, où on était très, très satisfait, avec d'énormes plaisirs dans la voiture. Donc, j'ai pas un plaisir spécifique, c'est un ensemble de plaisirs, de moments vraiment superbes avec les concurrents, avec tout le monde. Moi, ce que je cherchais beaucoup, en plus du plaisir personnel, c'était l'ambiance des amis, les concurrents. C'est vrai que c'est ça qui était vraiment sympa. Tu m'as coupé, mais c'est ce que j'allais te dire. Tu as toujours tenu à garder autour de toi cette équipe. Alors, il y a Yako qui t'a soutenu, mais il y a toujours eu une petite équipe, cet aspect amateur qui se professionnalisait et qui allait chercher jusqu'à un titre. Mais cette ambiance, cette convivialité, c'était vraiment important pour toi? C'était le principal. Si vous voulez, bon, il y a la voiture, le pilote, et le copilote, bien entendu. Mais il y a tous ceux qui travaillent sur la voiture, tous ceux qui passent du temps à la bichonner, à la régler, à la laver. C'est un ensemble. Et puis surtout, moi, la personne que j'ai le plus en tête, à qui je dois beaucoup, c'est André Chipot. Le motoriste de d'années, je ne sais pas, pendant 15 ans, il m'a fait des moteurs et ça a toujours été fantastique. D'accord. Et en parlant et après Eric, excuse-moi, je te coupe encore, Eric, mais quand on a Gilles Nantais, on a envie de poser plein de questions. Tu as conduit pas mal de voitures, Gilles, et dont des voitures qui n'ont quasiment toutes fait rêver. Quelle est celle qui t'a marqué le plus? Voilà, je vais peut-être vous étonner. La voiture où j'ai peut-être pris le plus de plaisir, c'est la BM. C'est la compacte. Okay. La BM, c'est la seule voiture où, peu importe les conditions atmosphériques, peu importe le parcours, boss, pas boss, j'étais dedans, je faisais ce que je voulais, quand je voulais, comme je le voulais. Voilà, Et ça se voyait. De l'extérieur, je pense que tu es arrivé vraiment à l'exploitation. Alors, 100%, on ne sait pas si on le connaît, mais une exploitation maximale de cette voiture-là. Oui, après les Porsche, c'est vrai que j'ai eu que des Porsche performantes, c'est vrai, mais sur les dernières Porsche, c'était tellement puissant, c'était tellement... à la limite, c'était plus la maniabilité de la voiture, c'était la puissance qui prenait le dessus sur tout, parce que la voiture était plutôt difficile à conduire, comparativement à la BM ou à mon ancienne 911 où on jouait avec la voiture. Avec les 997, c'était différent. On n'arrivait pas trop à jouer, il fallait vraiment être très propre, pas de faute, pas de bêtises, quoi. Ouais. Et je me souviens de quelques commentaires aux arrivées où tu nous disais c'est quand il faut commencer à freiner qu'on comprend qu'on va très vite. Il y avait ce côté aseptisé aussi à la fin. Oui, c'est la notion d'analyse de la vitesse avec des moteurs pareils. Quand on voit Cosson aujourd'hui avec celle qu'il a, mais c'est vrai qu'il faut vraiment être raisonnable. Vraiment penser à ralentir parce que l'accélérer, c'est tellement puissant qu'on ne se rend pas compte. Anthony Cosson est clairement un petit peu la suite de l'ère Gilles Nantais, si tant est qu'il y ait eu une ère Gilles Nantais, Patrick Rouillard. Ça te fait quoi là de voir un jeune vraiment Alors on sait qu'il est aussi avec Chipot très proche, mais voilà. Est-ce que ça te fait plaisir de voir une Porsche encore à ce niveau-là? Oui, énormément. Surtout que Cosson, il était Yako avec nous. Quand il a,
fini la côte, moi c'est course de côte, et qu'il a attaqué sur le championnat de France en rallye, je me rappelle au Touquet, je lui apprenais un petit peu, du moins je lui expliquais les notes, comment il fallait prendre. J'ai beaucoup travaillé avec lui sur son début de saison cette année-là. Et aujourd'hui, quand je vois ce qu'il fait, c'est vrai que j'ai une certaine satisfaction, une certaine fierté. Ok. Toujours un peu dans les souvenirs. Ton rallye préféré, on sait que le Mont Blanc, c'est vraiment un rallye qui te tenait à cœur, mais est-ce que c'était ton préféré sur la saison, ou est-ce que justement la variété du championnat de France des rallyes, c'est ce qui te plaisait aussi à enchaîner les saisons? J'ai jamais été une personne qui est mieux sur un terrain que sur un autre. J'ai toujours été bien sur tous les terrains. Mais j'avoue que l'énorme plaisir que je prenais, c'était Mâcon. Mâcon, très rapide, très très rapide. Je pense que c'était mon préféré. Le Mont Blanc, c'est plus montagneux, c'est différent montée-descente. Alors que Mâcon, c'est des enchaînements, c'est de la haute vitesse. Fallait être vraiment un petit peu gonflé à Mâcon pour aller fort partout. Ok. Alors là aussi, je voulais évoquer un sujet. Je sais que tu as soutenu Tony Cosson, tu l'as dit, hein, et Sylvain Michel aussi notamment. Ça aussi, c'est quelque chose qui te tenait à cœur, hein, de prendre un ou deux petits jeunes prometteurs sous ton aile un petit peu. Oui, ça, heureusement, j'avais quand même l'aide de Yako là-dessus, donc c'était un partenariat avec Yako qu'on essayait de faire. Sylvain, je l'ai connu, il avait plus de volant, plus rien. Il m'a ouvert, la première fois, il m'a ouvert à Antibes, et pour le remercier, j'ai dit, je te prête ta voiture pour faire une course. Il en a fait 2, il en a fait 3. Et mon but était, avec la GT2, je pensais qu'il allait faire beaucoup plus longtemps avec cette GT2. Il l'a abandonné assez vite, malheureusement. Et puis il m'a lâché aussi sur ce coup-là. Mais je suis fier parce que je ne me suis pas trompé sur les qualités du pilote. Le pilote est vraiment... on voit qu'il était champion de France derrière. Un très très bon pilote, un coup de volant assez impressionnant. Okay. On n'a pas pu finir ensemble parce que on avait tout un programme de prévu avec aussi. Mais il devait finir la saison avec la GT2, chose qu'il n'a pas fait. Mais le résultat est positif quand même. Ok. Quel est l'œil un peu de Gilles Nanté là sur ces 2-3 dernières saisons du championnat de France des rallyes? Alors c'est maintenant les R5, des nouvelles générations de voitures, mais aussi de belles bagarres. Il y a quand même, quand on voit encore au Mont Blanc 31 ou 32 R5 au départ. Quel est un peu l'œil de Gilles Nanté là sur ces dernières saisons du championnat de France des rallyes? L'œil est assez simple. Les jeunes arrivent. Ça fait, ils étaient toujours là, mais là, les jeunes, vraiment, avec les autos qu'il y a maintenant, font des choses fabuleuses. Si on regarde le Mont Blanc et qu'on voit les Alpines, ce qui s'est passé avec les Alpines, c'est dommage que je suis plus en état de rouler parce que c'est vraiment une auto que j'aimerais essayer. À voir, mais c'est une voiture relativement... il y a différents types dans les Alpines. Quand on les voit passer, il y en a qui sont bien suspendus, il y en a qui le sont moins bien, il y en a qui poussent... tout est un petit peu différent. Mais quand on peut analyser ça et qu'on voit les réactions de la voiture, je pense qu'on va en parler encore quelques temps et vraiment en bien. Ouais. D'ailleurs, ça a fait ça a donné un bon coup au moral de Tony Cosson, qui lui se trouve aussi un petit peu handicapé par les pneus, hein, parce qu'on sait que cette Porsche nécessite quand même une espèce de gomme bien propre à la voiture. Hein. C'est le problème des Porsche. Hein. Les Porsche, Dumas l'avait montré au Charbot, je ne sais pas en quelle année, je crois que c'est en 2017, où il avait refait je crois que c'était le spécial de Beaujeu, il me semble, avec des vrais pneus, où il a fait un temps scratch qui était extraordinaire. Derrière, il a abandonné parce qu'on ne pouvait plus se servir de ces pneus-là. Et les nouveaux pneus qui ont été mis pour les Porsche, je dirais presque qu'on joue avec le danger. Donc, je ne pense pas que ce soit Michelin qui soit la base de ça, parce que Michelin, ça a toujours été des pneus très performants, techniquement très bons. Je pense plutôt que les ordres venaient d'en haut. D'accord. Pour baisser un petit peu les performances des Porsche. Ah, ok. Forcément, on n'a pas toujours, nous, cet angle-là d'analyse, mais c'est bien de le dire aussi. On est fan de ce genre de propos. Malheureusement, c'est l'analyse de ce qui s'est passé. Et Cosson l'a encore prouvé, je ne sais plus à quel rallye, je crois que c'est au Cœur de France cette année. Oui. Au Cœur de France, où l'arrivée des spéciales, mais je ne sais pas, moi j'aurais garé la voiture parce que c'était trop dangereux.
Pas par rapport à lui, parce que c'est lui le maître de ce qu'il fait, mais trop dangereux par rapport au risque, par rapport aux spectateurs, par rapport à ce qui peut se passer. Les pneus sont plus à la hauteur. Donc, où on met les moyens, mais il n'y a plus beaucoup de Porsche, où on met les moyens pour avoir des pneus performants, chose que je pense Michelin sait faire, ou on ne les met pas parce qu'il y a une nouvelle voiture qui arrive, qui mérite de gagner. Si on prend les Alpines, si on prend les Fiat il n'y a pas très longtemps, si on prend les R5, etc. etc. Donc, sans être méchant, je pense que c'est plutôt une politique... pas commercial, mais presque. D'accord. Okay. Un petit souvenir aussi, et là je pense que tu sauras transmettre énormément de passion, c'est ces finales de Coupe de France auxquelles tu as participé. Alors une victoire de deuxième place, bon, ça a une saveur particulière, une finale, Gilles. 2004 avec la Porsche, la fin du groupe F. J'ai des souvenirs, des images qui me ressortent, je ne vais pas vous dire tous les jours, mais presque, de ce podium, des spectateurs qui étaient là, de tout le monde, c'était exceptionnel. C'est vraiment un grand moment. Ouais. Je pense que c'est le plus beau moment de ma vie. On rappelle que tu avais battu Eric Bronson qui était avec la Ford Escort Cosworth là, dans des conditions assez grasses et tout. Voilà, ça avait été vraiment un exploit. Alors j'y étais, j'étais un peu plus jeune, mais j'y étais. Et ouais, c'est vraiment une perf qui nous avait fait vraiment rêver. Et pas que moi, je sais qu'on était des milliers à rêver, à t'entendre arriver avec la Porsche Groupe F. Là, c'était assez incroyable. Ouais. Donc 16 ans après, encore bravo pour cette perf, mais pas que pour tout le reste. Ok, écoute, on aimerait passer encore pas mal de temps, mais on est un peu pris justement par le temps. Merci en tout cas d'avoir répondu à l'invitation. On essaiera ultérieurement éventuellement de te réinviter pour parler encore un peu plus des pas souvenirs. De problème. Merci à vous, et puis j'espère vous croiser s'il y a des demandes pour faire des ouvertures ou autres. Je suis ouverture officielle, voilà, je suis toujours prêt. Allez, l'annonce est passée. Le message est passé. Ok, merci à vous. Merci Gilles. Merci, bonne soirée. Bye bye. Et nous, Eric, on va clôturer cette 12e émission de Confine Live. C'était encore une belle émission. Un grand merci à tous nos invités. Un grand merci à vous tous là, de nous avoir suivis derrière votre écran. Et merci à la technique, c'est ça, Eric, faut dire merci qui déjà, je sais plus. Oui, alors il faut dire merci à Maxime, surtout merci à Pierre, parce que sinon je pense qu'on ne le reverra plus. Elisabeth, évidemment, Emma qui est au petit SMS et qui est aux soins de tous les invités. Merci Mathieu, à toi. Et puis, écoute, comme dit, c'est rendez-vous mardi prochain. On parlera des Canaries avec quelques Français. Il y en a plusieurs. Du coup, là, il n'y en aura pas qu'un. Il y en a bien 5 ou 6. On va essayer de tous les avoir. Et puis, je vous avais promis un thème sur les 207 S2000 avec Cédric Robert, Freddy Loax et Brian Bouffier. On est en train de tout mettre en œuvre pour les réunir tous les trois et ça dès la semaine prochaine. Ouais, merci à toi Eric, merci à tous, passez une bonne semaine, on se retrouve mardi prochain, même lieu, même heure, et n'oubliez pas, très rapidement on vous donne les dates de cette soirée un peu spéciale de fin d'année, là où on arrivera plus beau que jamais avec nos costumes, on a hâte de voir ça en tout cas. Bonne semaine à tous, prenez soin de vous et à très bientôt. Allez, salut. Oh